Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Une personne en fin de vie pourra désormais décider de limiter ou d'arrêter tout traitement, même contre l'avis des médecins. C'est la disposition essentielle du texte finalement adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Fait très inhabituel sur ce sujet très sensible depuis l'affaire Vincent Imbert. La gauche et la droite ont mêlé leurs voix. La Côte d'Ivoire est la réplique en forme d'avertissement de Michel Alliot-Marie aux autorités ivoiriennes après la répression des manifestations. Si la situation se représente, nous réagirons de la même manière, nous dit la ministre de la Défense. En Ukraine, l'opposition sent le vent de la victoire et veut forcer le destin. Elle a rompu les négociations avec le régime en place. Les manifestants orange ont repris le blocus du bâtiment du gouvernement et envahi l'Assemblée pour imposer une nouvelle élection le plus vite possible. Une éventualité évoquée pour la première fois par Vladimir Poutine. En France, ce procès très suivi alors de la lutte contre la discrimination raciale. 11 videurs ou responsables de boîtes de nuit sont jugés à Lyon. Nous sommes retournés dans ces établissements voir si les choses avaient changé. Enquête dans un instant. Le chômage est resté pratiquement stable au mois d'octobre, moins 0,1%, soit 1900 demandeurs d'emploi en moins. On verra que l'ANTE est de plus en plus concurrencée par des agences de placement privées. Enfin, la Joconde au pays des Corons, la future extension du musée du Louvre, sera installée au cœur de l'ancien bassin minier à Lens, ouverture prévue au printemps 2009. Un texte adopté par la gauche et la droite à l'unanimité, moins 3 abstentions. C'est un consensus rarissime à l'Assemblée nationale. Il a été obtenu pour la loi sur la fin de vie, une loi rédigée après l'affaire Vincent Imbert. Attention, il ne s'agit pas de légaliser l'euthanasie, mais de clarifier un peu plus les pratiques des médecins et les droits des malades. D'abord, ce qui va changer, explication Émilie Lançon, Alain Locasio. Elle est à droite, lui à gauche. Ils sont peu connus du grand public. Et c'est parce qu'ils ont travaillé ensemble qu'une proposition de loi historique vient de voir le jour. Suffrage exprimé 548. 548 députés ont approuvé tout à l'heure, à la quasi-unanimité, un texte instaurant un droit au laisser-mourir pour les malades en fin de vie. C'est un vote historique et je dirais que c'est une victoire du Parlement. Les Français attendent ce genre de démarche sur les sujets de société, que nous sachions dépasser les clivages politiques et nous unir pour répondre à leurs préoccupations. Le texte prévoit que lorsqu'une personne est consciente et qu'en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, elle décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix. Mais attention, il ne s'agit pas d'euthanasie. Ce n'est pas un geste actif, c'est un geste d'accompagnement, mais qui permet de respecter sa volonté. Alors on peut considérer que c'est insuffisant. De notre point de vue, nous pensons que c'est une avancée considérable au regard de ce qu'est le droit aujourd'hui qui interdit tout. Désormais en France, familles et médecins disposeront d'un cadre légal pour agir. Jusqu'à présent, ils étaient laissés seuls face à leurs responsabilités. Oui, cette loi ne réglera pas tout. Voici le cas de Mathieu Fantoni. Il a 57 ans et il est atteint depuis peu d'une sclérose incurable. Les médecins lui donnent 2 ou 3 ans à vivre. Il voudrait pouvoir abréger ses souffrances. Nathalie Sapena, Nathalie Gallet. C'est l'histoire d'un homme qui a appris il y a 1 an qu'il était condamné. Sclérose latérale amyotrophique, une maladie qui détruit tous les muscles très rapidement. Mathieu Fantoni a 57 ans, il ne s'apitoie pas sur son sort. Il regarde la mort en face. Je vais sûrement avoir des problèmes respiratoires graves et que j'ai refusé la ventilation en accord avec mes médecins. C'est une décision personnelle et c'est une décision qui ne met pas hors la loi. Mathieu Fantoni refuse l'acharnement thérapeutique, c'est ce que prévoit la loi. Mais il sait qu'il risque de mourir étouffé. Et là, il aimerait que le législateur aille plus loin et autorise les médecins à l'aider à ne pas souffrir. Moi, si demain la médecine me dit, voilà, on va vous injecter quelque chose qui va vous faire partir lentement, sans souffrir, dignement, mais je dis, ok, je signe demain. Moi, je pense que le droit de mourir, c'est à vivre. Savoir qu'on peut un jour arrêter quand on se sent légume, on se sent complètement inutile, ça aide à vivre l'instant. Ce que demande Mathieu Fantoni, c'est le droit de choisir sa mort, tant qu'il est encore temps
tant qu'il peut dire sa volonté. Légalement, cela s'appelle l'euthanasie et en France, cela reste interdit. L'actualité à l'étranger, d'abord la controverse sur l'attitude de l'armée française en Côte d'Ivoire, on en parlait hier, et la réplique de Michel Alliot-Marie. Première information, les tirs français pendant les troubles auraient fait, selon Paris, une vingtaine de morts ivoiriens, civils et militaires, et non pas 63 comme l'indique Abidjan. Deuxième information, la ministre de la Défense, qui nous a accordé un entretien, estime qu'il n'y a pas eu faute. Elle lance même une mise en garde aux autorités ivoiriennes. Thierry Curtet, José Boulestex. Il y a 2 semaines, ils fuyaient la Côte d'Ivoire. Un premier vol d'Air France a ramené une minorité d'entre eux à Abidjan. Ils retrouvent une situation calme, mais précaire sur place. Pour les militaires français, les récents événements n'ont rien improvisé. Selon le ministère de la Défense, les mouvements de foule notamment semblaient parfaitement orchestrés. Une stratégie aujourd'hui décodée et qui a connu son paroxysme devant l'hôtel Ivoire. Ici, 300 soldats français sont bloqués depuis le matin alors qu'ils annonçaient vouloir se retirer. Les incidents éclatent juste au moment où les négociateurs quittent le président Gbagbo. Je ne sais pas d'où vient cette volonté de manipulation, mais il y a eu visiblement des provocations qui avaient pour but d'essayer de faire perdre leur sang-froid aux militaires français, ce qu'ils n'ont pas fait. Les militaires affirment avoir tiré après les sommations, alors que certains manifestants escaladaient les blindés et notamment démontaient une mitrailleuse. Les tirs ont fait plusieurs morts par balle, mais aussi des victimes étouffées par le mouvement de foule. Paris estime avoir répondu à ces provocations en état de légitime défense dans le cadre des règles fixées par l'ONU et met ce soir en garde le pouvoir ivoirien. Il est évident que si la situation d'attaque, de menaces contre des ressortissants étrangers se produisait, dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par l'ONU, nous assumerions exactement de la même façon que nous l'avons fait précédemment nos responsabilités. Ce soir, la Ligue des droits de l'homme demande au Parlement français d'ouvrir une commission d'enquête sur les événements d'Abidjan. L'Ukraine a donc connu aujourd'hui ses premiers mais très légers désordres. Des manifestants orange ont fait irruption dans le bâtiment de l'Assemblée nationale. Ils semblent plus que jamais convaincus de leur prochaine victoire. Même le président russe Vladimir Poutine aurait évoqué l'éventualité d'une nouvelle élection. Gilles Rabin. L'opposition attendait beaucoup aujourd'hui de la session extraordinaire du Parlement. Qu'il vote la défiance à Viktor Yanukovych, Premier ministre en exercice en plus d'être candidat officiel. La faute de Yanukovych, avoir laissé ses partisans brandir la menace du séparatisme. Échec de la première motion de défiance, le texte était mal ficelé. Partie remise, une deuxième motion sera examinée demain. Dehors, bien sûr, la foule des manifestants de l'opposition n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. Elle a voulu entrer de force dans le bâtiment pour obliger les députés à voter. Confusion, bousculade, certains n'hésitent pas à marcher sur les têtes. Viktor Yushchenko, le candidat de l'opposition, vient calmer ses partisans, mais les appelle à faire de nouveau le blocus des bâtiments officiels. Côté fraude massive, la Cour suprême a suspendu ses travaux sans prendre de décision pour le deuxième jour consécutif. Les audiences pourraient durer encore une semaine. Javier Solana, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, repart à Kiev pour une nouvelle médiation. Demain, il ira à Moscou rencontrer Vladimir Poutine. L'aveu qu'une partie de la solution à la crise ukrainienne est entre les mains du président russe. Dans une conversation téléphonique avec lui, le chancelier allemand a cru comprendre que Poutine acceptait que l'on refasse le deuxième tour de la présidentielle. La version non officielle du Kremlin est ce soir moins encourageante. Moscou demanderait que l'on refasse le premier et le deuxième tour. Cela permettrait au parti pro-russe de changer son candidat au profit de l'ancien chef de campagne de Yanukovych, l'ancien directeur de la Banque centrale, Sergueï Tigipko. Les manifestants de l'opposition ne se découragent pas pour autant et s'apprêtent à passer une 9e nuit dehors. Nous croyons tous en l'avenir de l'Ukraine parce que cette nation s'est réveillée. Ukraina bez Putina, l'Ukraine sans Poutine, crient ces jeunes manifestants qui ont déjà compris où est le principal obstacle. On va retrouver dans un instant en direct notre envoyé spécial Anne Poncinet, mais d'abord, ces quelques images qu'elle nous a envoyées et qui montrent une facette méconnue du conflit. Les autorités religieuses, les prêtres, les popes y prennent part activement. Un reportage tourné avec Xavier Luizet. Procession cet après-midi autour du Parlement. Procession bleue au milieu des oranges. Ils sont orthodoxes et dépendent du patriarcat de Moscou. Ils soutiennent Yanukovych.
Yanukovych est orthodoxe alors que Yushchenko lui est d'une autre croyance. Il risque de ruiner notre église, alors nous prions pour Yanukovych. En fait, le leader de l'opposition est lui aussi orthodoxe, mais du patriarcat de Kiev, qui a pris son indépendance par rapport à Moscou en 1995. On y prie en orange, et la plupart des prêtres sont introuvables. On nous dit qu'ils manifestent, au nom des principes bien sûr. L'Église n'a pas le droit de s'engager en politique, mais elle peut prier pour les gens et pour la vérité. Côté orange, on trouve aussi des uniates, la troisième église d'Ukraine, implantée à l'ouest. Elle se réclame du Vatican. Cette religieuse de Lvov explique qu'après avoir prié dans un premier temps, elle s'est dit que ça ne suffisait pas et qu'il fallait descendre dans la rue. Le même conflit d'influence Est-Ouest qui divise la société ukrainienne divise aussi son église chrétienne. On ne peut donc pas attendre d'elle qu'elle soit un facteur d'unité dans cette crise. Anne Ponsinet qu'on retrouve en direct. Bonsoir Anne, ça fait 10 jours qu'on voit ces manifestants faire le siège des bâtiments publics, on les entend derrière vous. Qui sont ces militants ou ces sympathisants qui ont mis leur vie entre parenthèses pour rester là jour et nuit ? Écoutez, sous la tente, le cœur vraiment du mouvement, ce sont des étudiants. Il y a évidemment tous les gens de Kiev qui viennent plus ou moins longtemps au cours de la journée, au cours de la nuit, qui éventuellement rentrent chez eux. Et puis il y a aussi une quantité de gens qui sont venus de province et qui sont là depuis plusieurs jours et pour lesquels il a fallu trouver des solutions d'hébergement. Donc il y a tout un système qui a été mis en place, une sorte de bourse d'hébergement. On leur propose des logements chez l'habitant ou des hôtels gratuits. Certains aussi résident dans des lieux publics. Ce matin, nous étions devant le siège de l'Union des syndicats. Il y avait une foule, nous avons demandé ce qui se passait. On nous a dit que simplement on attendait pour rentrer à l'intérieur de l'Union des syndicats parce que c'était là que ces gens-là dorment et mangent depuis plusieurs jours. Et toute cette organisation en général est encadrée par les membres du parti de Viktor Yushchenko. Merci Anne. Et puis pour refermer ce chapitre, une dernière image. Il faut noter que pour la première fois, la Banque centrale d'Ukraine a ordonné aux établissements bancaires du pays de limiter les retraits d'argent aux guichets et aux distributeurs automatiques. Les inquiétudes sont de plus en plus fortes sur la situation économique du pays, à demi paralysée depuis 10 jours. À l'étranger encore et en bref, c'est peut-être une forme de contagion. L'opposition roumaine demande l'annulation des élections législatives et présidentielles. Elle fait état de fraudes. Des fraudes qui sont restées marginales, avaient estimé de leur côté les observateurs européens de l'OSCE. La demande en tout cas a été rejetée par la commission électorale. Pour l'instant, le dépouillement des bulletins, qui doit s'achever ce soir, ne permet pas de dessiner une majorité au Parlement. Une éclaircie à Cuba. Raúl Rivero, la figure la plus célèbre de la dissidence, condamné à 20 ans de prison l'an dernier, a été libéré. Le journaliste et écrivain était accusé notamment d'être un mercenaire au service des États-Unis. 3 autres dissidents avaient déjà quitté leur prison hier. Après les Caraïbes, après le Japon, ce sont maintenant les Philippines qui sont touchées par un ouragan meurtrier cette saison. On compte 500 morts et disparus. La plupart ont été surpris en pleine nuit par la tempête. Mathias Illon. Sous cette marée de boue, une autoroute. Piégés au milieu des flots, les passagers de ces bus ne pourront pas compter sur les hélicoptères de sauveteurs. Des lignes électriques les empêchent d'approcher. En s'abattant sur les Philippines, la tempête tropicale Winnie a emporté plusieurs ponts. Des centaines de personnes sont sans abri. Les pluies torrentielles ont surpris les Philippins en pleine nuit. Dans l'eau boueuse, jusqu'à la taille, un couple et ses 2 enfants. Ils seront finalement sauvés. En quelques heures à peine, la dépression tropicale a fait plus de 300 morts et autant de disparus. Inondations, glissements de terrain et vents violents rendent très difficile le travail des secouristes. Il y a une semaine déjà, 2 autres tempêtes avaient fait 160 morts aux Philippines. Et la saison des pluies est loin d'être terminée. L'archipel risque d'être frappé par un nouvel ouragan dans les prochains jours. En France, faut-il interdire la chaîne Al-Manar? Il s'agit de la télévision du mouvement Hezbollah, un mouvement chiite libanais. Elle est diffusée via le satellite Eutelsat. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avait renouvelé la convention récemment, mais il demande maintenant l'arrêt de la diffusion. De nouveaux propos antisémites ont été entendus à l'antenne. Stéphanie Davonio et Léonore Gay.
Une fois de plus, Al-Manar a dérapé. Présenté comme un expert, cet homme parle du peuple juif. محاولات صهيونية حثيثة لتسريب بعض الأمراض الفتاكة لدول العربية عبر صادراتها مثل مرض الإيدز وعلى الذين. Dès lors, tohu bohu à l'Assemblée nationale. Pierre Lelouch s'étonne que cette chaîne puisse encore être diffusée en France. Pourquoi est-ce que nous arrivons aujourd'hui à une situation où une chaîne terroriste est conventionnée? Réponse du ministre de la Communication, c'est au Conseil d'État de décider. Je ne comprends pas comment sur un sujet de cette nature, vous ne faites pas confiance à la justice qui est saisie par le garde des Sceaux, par nous-mêmes et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour stopper cette barbarie. Du Conseil d'État, la communauté juive attend l'interdiction pure et simple de la chaîne. On peut espérer que le Conseil d'État agira rapidement et décidera dans les meilleurs délais d'interdire définitivement cette chaîne de haine et de propagande en faveur du terrorisme. Grâce au satellite, Al-Manar peut être reçu dans 2 millions de foyers en France. Dans la communauté musulmane, ceux qui la connaissent sont partagés. De voir ces violences, ça va naître, il y aura une haine qui va naître entre les religions. Il y aura beaucoup d'haine. Et ça, personne ne l'accepte. Il n'y a pas de raison pourquoi elle est interdite. Je ne trouve pas qu'il y a une raison pour qu'elle est interdite. Parce qu'on dit qu'elle est raciste, antisémite, qu'elle incite au terrorisme. Moi, je ne vois pas ça. Al-Manar non plus ne comprend pas. Ce soir, la chaîne se dit étonnée du sort qui lui est réservé en France. Un rappel comme chaque jour, nos confrères Christian Chesneau et Georges Malbruno sont retenus en Irak depuis 103 jours maintenant. Justice et ce procès très suivi à l'heure où l'on parle beaucoup de la lutte contre la discrimination raciale. 11 videurs ou responsables de boîtes de nuit sont jugés à Lyon. Nous sommes retournés dans ces établissements pour voir si les choses avaient changé depuis. Compte rendu d'audience et enquête signée Dorothée Cochard et Benoît Gadret. Face au tribunal, 11 établissements de nuit, patrons, vigiles surtout, jugés aujourd'hui pour discrimination raciale à l'entrée en boîte de nuit. Tout est parti d'un testing organisé il y a 4 ans. Un couple de Français beurre se présentait devant des boîtes de nuit. Entrée refusée 11 fois sur 18. Se présentait alors un couple de Français blancs. Entrée acceptée à chaque fois. Voici l'un des testeurs, il se rappelle les propos qu'on lui avait tenus à l'époque. Genre non, pas ce soir monsieur, ou c'est pas possible, c'est une soirée privée. On m'a même dit, vous portez pas de cravate. En 4 ans, les choses ont-elles changé? Nous avons voulu retenter l'expérience le week-end dernier. Julie, Dalila, Samir et Grégory ont bien voulu se prêter au jeu. Nous les avons habillés de manière identique, même manteau, même chaussures, afin que la tenue vestimentaire n'entre pas en ligne de compte. Samir et Dalila se sont donc présentés devant l'entrée d'une vingtaine de discothèques. Les résultats sont meilleurs mais pas parfaits. 2 refus, voici le plus flagrant à la porte de l'une des discothèques mises en cause dans le procès d'ailleurs. Nous filmons la scène en caméra cachée. C'est une soirée spéciale ou Ah ouais. Pas de carte, pas d'entrée. Ok, merci, au revoir. 10 minutes plus tard, Grégory et Julie se présentent à leur tour. Pardon. Merci. La discrimination à l'entrée des boîtes de nuit est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Mais les dérapages sont réels. Le syndicat des patrons de boîtes de nuit a même dû publier une circulaire. Il exige un effort particulier pour sensibiliser le personnel et l'amener à une vigilance accrue, notamment au niveau du respect de la législation portant sur les délits de discrimination. Pas si simple à faire accepter. J'ai eu à taper du poing sur la table avec certains exploitants de discothèques qui tenaient des propos extrémistes. Là, effectivement, j'ai dû me fâcher. Et je leur ai dit, je vous préviens, nous, on met un label, on exclut du syndicat tous ceux qui ne sont pas en conformité avec ce qui est la loi républicaine et ce qui est la philosophie normale que l'on doit avoir. Chaque année, plusieurs dizaines de plaintes sont déposées pour discrimination raciale à l'entrée de discothèques. Mais sur les 5 dernières années, seules 23 boîtes de nuit ont été condamnées.
Le verdict vient de tomber dans ce procès très inhabituel de Douai qu'on évoquait hier. Nicolas Luizet nous signale que 50 prisons avec sursis ont été prononcées contre cet architecte de 57 ans qui a rendu sa femme aveugle en lui tirant une balle dans la tête. Il comptait ensuite se suicider. Sa femme qui l'a soutenu tout au long de cette audience. Image ici des deux époux au moment du prononcé des réquisitions qui allaient dans le même sens, qui ne demandaient pas de prison ferme. Jean-Claude Gaudry, c'est son nom, reste donc libre de ses mouvements. 50 prisons avec sursis. Voilà ce verdict. Les nouveaux ministres dans leur mur. Passation de pouvoir aujourd'hui à Bercy entre Nicolas Sarkozy et son successeur, le ministre de l'économie Hervé Guémard. Une cérémonie courtoise mais sans chaleur. Hervé Guémard a salué le volontarisme de son prédécesseur. Il a assuré qu'il poursuivrait dans la même voie en fixant deux priorités, l'emploi et la modernisation de l'économie. Hervé Guémard accueilli par des statistiques Mossad sur la conjoncture industrielle et le moral des ménages. En ce qui concerne justement l'emploi, l'indice du chômage est resté pratiquement stable au mois d'octobre, moins 0,1%, soit 1900 demandeurs d'emploi en moins et un total de 2 444 300 chômeurs. L'amélioration très légère, vous l'avez vu, est surtout sensible chez les jeunes. Et voici à ce propos une expérience menée par les ACEDIC. On le sait, la nouvelle loi sur la cohésion sociale prévoit la fin du monopole de la NPE pour placer les chômeurs. Eh bien, dans la région parisienne, une société privée néerlandaise a déjà commencé à s'occuper des demandeurs d'emploi, apparemment avec succès. Reportage Séverine Lebrun, Jean-François Chevet. Pas question d'arriver en retard, ce demandeur d'emploi a des comptes à rendre. Ce matin, il a rendez-vous avec sa conseillère personnelle pour faire le point sur ses derniers entretiens d'embauche. Pourquoi à Nice, ils vous ont retenu et pourquoi dans les deux autres, ils ne vous ont pas retenu? Moi, je correspondais bien. Nous ne sommes pas à la NPE. Cette consultante est salariée d'une entreprise privée chargée par les ACEDIC de reclasser 150 chômeurs. C'est le cas de Vittorio Maganini, 49 ans, 2 ans et demi de chômage. Depuis 10 mois, il est suivi de près et la méthode a l'air de lui convenir. Compétent. On sait avec qui on parle et on sait de quoi on parle. À différence quand vous allez à la NPE, pour différentes raisons, vous vous trouvez avec des personnes qui pour la force des choses, changent dans un contexte plus stressant. Et les résultats sont là. En 10 mois, 70% des chômeurs concernés par cette nouvelle expérience ont retrouvé du travail. Comme Mouloud Ladjissi, il a décroché un CDI au service courrier d'une grande entreprise. Et même là, sa conseillère ne relâche pas l'attention. J'ai rencontré votre hiérarchique. Ouais. Ça a l'air de bien se passer. Ouais, ça se passe très bien. Ouais. C'est à la fois une idée d'obligation de suivre pas à pas et qui exige de la part du candidat un plus grand investissement dans sa recherche. Et lui-même en prend conscience et se réinscrit dans une spirale d'obligation, mais également de réussite, de reprise de confiance en lui. Mais surtout, l'entreprise a tout intérêt à ce que cela marche. Les ACEDIC verseront 3 800 € par chômeur reclassé à une seule condition. Si un demandeur d'emploi dont nous avons la charge ne travaille pas 6 mois, il n'y aura pas de facture, donc nous ne serons pas payés. Donc effectivement, en termes de motivation, c'est très présent. Ouais. À la NPE, l'arrivée des opérateurs privés inquiète les syndicats. Eux aussi aimeraient assurer un suivi personnalisé des chômeurs. Le problème, c'est qu'ils ont plus de 2 millions de dossiers à gérer et à peine 23 000 agents. On nous met en concurrence avec des gens, c'est une course de haies. Le service public, nous, on a des palmes, les autres sont avec des pointes, et on sait très bien qui va arriver le premier et qui va être sur le podium. C'est forcément eux, puisqu'ils ont plus de moyens, les publics sélectionnés. Les ACEDIC ont fait leur compte. En reclassant plus rapidement les chômeurs, elles estiment avoir économisé plus de 400 000 €. D'autres expériences de plus grande ampleur sont à l'étude pour 2005. Toujours à propos d'économie, la période des fêtes est traditionnellement un moment de grande consommation. Les entreprises comptent sur ces quelques semaines pour relancer les carnets de commandes. Eh bien, elles risquent d'être déçues. Si l'on en croit cette étude d'un grand cabinet européen, les Français auraient prévu de réduire leurs dépenses de 2% par rapport à l'an passé. Elisabeth Esley, Florence Grandon. Noël, c'est sacré. Malgré la conjoncture plutôt morose, les Français n'ont pas l'intention de rogner sur leur budget. Il sera un peu plus conséquent que l'an passé, mais sinon, je pense tourner sur les environs des 200 €, je pense. Il faut prévoir à peu près un minimum, je dis, de 500 €.
D'après une récente enquête, cette année, chaque Français devrait dépenser en moyenne 551 € et offrir 8 cadeaux. C'est un peu moins que l'an passé, beaucoup moins qu'en 2002. Pour acheter quoi? Beaucoup de livres, beaucoup de DVD, beaucoup de disques. Peut-être des parfums, peut-être des bougies, cadeaux, je sais pas. Pour ma femme, des vêtements, parce que j'aime bien la gâter en vêtements. Les vêtements sont en tête du palmarès, ils plaisent à tout le monde. Le vêtement permet de faire un cadeau sérieux, mais le vêtement a, du fait de la mode notamment, un aspect rêve. Les vêtements représentent presque la moitié des cadeaux. Ensuite viennent les livres, les parfums et la vidéo. Et puis en forte progression cette année, les chèques cadeaux. Les gens n'ont pas envie de faire de cadeaux qui déplaisent en fait. Donc c'est sûr qu'avec les chèques cadeaux, ils ne prennent pas de risques. Les gens viennent au magasin, ils achètent ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, pas de précipitation. 41% des Français vont attendre le dernier moment pour faire les courses et 14% achèteront même après Noël. On cherche toujours à faire plaisir, mais en étant plus raisonnable et plus malin. Économie toujours en bref, en Italie cette fois des millions de salariés ont observé une grève générale de plusieurs heures contre la politique du gouvernement Berlusconi. Des manifestations étaient organisées un peu partout. Les syndicats protestent notamment contre le nouveau plan de réduction d'impôts alors que la dette et le déficit sont au plus haut. Ils dénoncent aussi le non-remplacement de 75 000 départs à la retraite dans la fonction publique en 2 ans. À propos d'Europe, une échéance très importante pour le Parti socialiste, mais aussi pour la France et même le continent tout entier, car elle donnera une indication importante. C'est demain que les militants se prononceront pour ou contre la Constitution européenne. Le oui aurait le vent en poupe, 62% parmi les sympathisants, si l'on en croit ce sondage Ipsos pour le Figaro. C'est aussi une bataille d'hommes entre le numéro 1 et le numéro 2 du PS. François Hollande face à Laurent Fabius, un duel aussi de tempérament. Jeff Wittenberg, Pauline Revenat. Dans un instant, ce portrait croisé, François Hollande, Laurent Fabius, par Jeff Wittenberg et Pauline Revenat. Ce sont les 2 hommes qui ont mené la bataille pour le oui et pour le non. Voici ce reportage. Je le dis, je considère que l'identité des socialistes, c'est de voter oui. Je souhaite que, comme moi, le moment venu, vous disiez non. François Hollande a 50 ans, Laurent Fabius en a 58, mais demain, l'un comme l'autre joue une partie de leur avenir. Dans les dernières heures, ils arpentent les mêmes lieux, ici l'aéroport de Bordeaux. Point de départ d'une ultime tournée, nous sommes en Gironde, l'une de ces grosses fédérations qui demain décideront. J'ai décidé d'être cool, on dit maintenant d'être zen. On peut être zen, on peut être cool, on peut être calme, on peut être sage, mais en même temps, il faut être conscient de l'enjeu. Dans l'organigramme du Parti socialiste, officiellement, ils sont encore numéro 2 et numéro 1. Mais entre eux, il y a désormais un grand vide. Le parti est coupé en deux, ils vont dans la même ville, mais ce ne sont ni les mêmes militants, ni les mêmes cadres qui les accueillent. Un point commun tout de même, ils ne se font pas de cadeaux, comme quand François Hollande ironise sur son adversaire qui se voit déjà gagnant. Si Laurent Fabius a des informations, et qu'elles sont à ce point rassurantes, je me demande pourquoi il est venu en Gironde. Laurent Fabius, lui, reproche à François Hollande de dramatiser, de faire peur aux militants. On explique, attention, la terre va s'écrouler, ça va être le chaos, quoi. C'est du chaos. National, international, planétaire. Mais à travers ce duel, ce sont aussi 2 personnalités qui s'affrontent. Laurent Fabius veut corriger son image. L'énarque jugé distant et froid pense s'être rapproché du peuple de gauche en disant non à la Constitution. François Hollande, lui, manquait soi-disant de charisme et de notoriété. Désormais, on le voit faire la couverture des magazines et s'afficher en couple avec Ségolène Royal. L'un et l'autre n'ont maintenant que quelques heures pour convaincre. Des réunions comme celle-là, il y en a eu presque chaque soir depuis des semaines. Aujourd'hui, ils doivent donner une seule bonne raison aux militants d'accepter ou de refuser cette Constitution. À un moment où George Bush est président des États-Unis pour 4 ans, vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de mettre l'Europe en panne. Est-ce que vous voulez aller vers une Europe sociale, qui est quand même l'engagement qu'on a pris comme socialiste, ou bien est-ce que vous voulez une Europe libérale? Laurent Fabius et François Hollande, ensemble et en public, cette image paraît déjà lointaine. Quel que soit le verdict demain, les 2 hommes auront du mal à retravailler en confiance. Scandale en Grande-Bretagne, c'est l'armée de Sa Majesté qui est éclaboussée. Un rapport de police vient de révéler qu'une caserne avait été le théâtre de mauvais traitements systématiques et même de viols. Il est aussi question de 4 morts inexpliquées de jeunes soldats. Laurent Boussier, Dominique Marotel à Londres.
Viol, humiliation, mauvais traitement et harcèlement sexuel, le rapport de la police est sans concession. Il dépeint une culture de la peur et de la violence dans cette caserne de Deep Cut au sud-est de l'Angleterre. 15 mois d'enquête, 500 soldats ou anciens soldats interrogés à la suite des morts suspects de 4 jeunes recrues entre 1995 et 2002. Le rapport aurait dû rester confidentiel, mais il n'étonne pas le père de Jeff Gray, retrouvé mort de 2 balles dans la tête après 5 mois passés à Deep Cut. À l'époque, l'armée avait conclu à un suicide. Je pensais que Jeff était en sécurité dans l'armée, mais après avoir lu ce rapport, je me rends compte que Deep Cut était le pire endroit au monde. Au total, la police fait état de plus d'une centaine de mauvais traitements, d'abus d'autorité caractérisés. Il y a un mois, un ancien instructeur de Deep Cut a d'ailleurs été condamné à 4 ans et demi de prison pour harcèlement sexuel. Ce document ne contient pas de preuves, mais des accusations. Certaines ont déjà été étudiées, d'autres, qui méritent de l'être, mais n'ont pas encore été vérifiées. Pour l'instant, le MOD, le ministère de la Défense, fait donc le dos rond, se contentant de promettre de nouvelles enquêtes internes. Mais ce rapport tombe mal. L'armée britannique, très sollicitée en Irak, avait déjà des problèmes de recrutement. Les informations parues aujourd'hui dans la presse ne vont pas aider à résoudre ce problème. Santé, la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est en Afrique, on le sait, que la progression reste la plus rapide, mais l'OMS attire aussi l'attention sur l'épidémie en Chine, par exemple. Les autorités promettent d'accentuer leurs efforts, notamment en direction des toxicomanes. Correspondance Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Le Guangxi est l'une des provinces de Chine les plus touchées par le sida. Le docteur Chen Tie fait partie de ceux qui veulent briser le silence qui entoure encore la maladie en Chine. Il nous conduit à la frontière du Vietnam où la drogue et la prostitution sont les principaux vecteurs du sida. Cet homme est un drogué, mais grâce à un programme lancé il y a un an, il peut échanger ses seringues usagées contre des seringues neuves afin d'éviter toute source de contamination. Nous sommes pourtant dans un très officiel bureau de santé, dans un pays où toute manipulation de drogue est punie de la peine de mort. Mais le docteur Chen Tie utilise ces drogués pour aller distribuer des seringues aux autres. Dans ma rue, on est nombreux à se droguer. Mais si tu demandes aux gens de venir récupérer des seringues, c'est trop loin. Et comme ils vendent des fruits, ils ne veulent pas être repérés. Alors on fait ça pour eux. Dans ces hôtels et ces bars du Guangxi, rendez-vous des prostituées, les médecins du bureau de santé ne cachent plus le problème du sida. Ils ont lancé une campagne d'information sur la maladie et distribuent régulièrement des préservatifs à ces filles de 20 ans. Elles semblent pourtant informées des risques encourus. Le plus souvent, c'est nous qui apportons les préservatifs. On demande toujours aux clients de mettre ça. Sinon, on ne fait pas. Mais la plupart d'entre eux sont d'accord. Le bureau de santé a même lancé une enquête à la frontière vietnamienne auprès de 400 camionneurs pour connaître le pourcentage des séropositifs. Beaucoup d'ignorance encore, car quand on demande à cet homme s'il est risqué de ne pas utiliser de préservatif, il répond « Je ne sais pas ». Autrefois, on faisait les tests qu'en laboratoire. Mais maintenant, on suit l'expérience des autres pays et on s'intègre au mouvement des gens. On peut suivre plus facilement les personnes qui risquent de propager le virus du sida. Dans les villages reculés du Guangxi qui n'ont pas la télévision, on projette à présent un film de sensibilisation au problème du sida. Le pouvoir veut aussi faire oublier aux paysans le problème de la contamination par les ventes de sang dans d'autres provinces et qui fait encore en Chine des milliers de victimes. Le Bugalet-Brez et les dernières conclusions de la justice, toujours au conditionnel. La collision en surface avec un cargo, par exemple, semble exclue. C'est ce qu'a déclaré le procureur de Quimper après avoir reçu les familles des victimes. Un conteneur, un sous-marin ou le filet qui a entraîné le navire par le fond, tout reste donc possible. Le naufrage du chalutier Bugalet-Brez, vous vous en souvenez, avait fait 5 morts. C'était en janvier dernier. Cette fois, c'est parti, la fin des cabanons à Bauduc, l'un des sites les plus pittoresques de Camargue. Les bulldozers sont sur place. C'est la fin d'un long bras de fer entre les autorités et les riverains. Ces cabanons avaient été jugés illégaux par le tribunal administratif il y a près de 10 ans. Véronique Gaglione, Yannick Aroussi sur place. C'est un pan de vie qui tombe. Une cinquantaine de cabanes et de caravanes installées là depuis 30 à 40 ans sans autorisation ont été mises à terre en une journée. Au milieu des décombres, certains résidents restent là.
que ça représente quoi, cette maison? Ça représente tout pour moi. Ça représente tout. Ma vie, c'est ici. Et c'est moi qui mettrai le feu. Ils n'auront pas besoin de le casser. Pourquoi? Parce que, voilà, je mettrai le feu. À quoi ça sert? Devoir démolir devant mes yeux, non. Leur vue sur la mer, ils l'ont prise, sur des terres des Salins, sur le domaine public. 400 familles ont construit, plus ou moins bien, leur petit paradis de vacances ou de retraite. Cette année, il y a eu 100 cabanons supplémentaires. À un moment, il fallait arrêter. Il y a plus de 100 décisions de justice de démolition qui ont été prises. Mon rôle, c'est de faire respecter la loi. Bauduc hors la loi, c'était ça. 2 petits restos, de la famille que l'on héberge, grillades et coquillages. Les petites gens, comme ils se nomment eux-mêmes, avaient acquis sur plusieurs générations une place au soleil. Aujourd'hui, derrière les CRS, ils sont maintenus à 10 km du lieu de démolition. On n'a rien volé, à personne. Hein. C'était chez vous? On est chez nous, on est chez nous. On est né ici. C'était nos traditions, quoi. On nous a arraché ce que nous, on pensait communiquer à nos enfants. C'est très dur. C'est l'héritage des premières cabanes de pêcheurs qui s'effondrent. Une mémoire de briques et de brocs que les résidents voulaient légaliser. Après avoir marqué sa détermination, l'État se dit désormais prêt à négocier avec ceux qui restent. En bref, après bien des hésitations, la Calypso, le navire de Jean-Yves Cousteau, sera vendu pour 1 euro symbolique. Le propriétaire, un homme d'affaires irlandais, s'est décidé aujourd'hui. L'association L'équipe Cousteau, épaulée par un groupe américain, va pouvoir en faire une pièce de musée conformément à ses projets. La Calypso est actuellement ancrée à La Rochelle, dans un état, vous l'avez vu, de délabrement avancé. L'environnement, la canicule, était-elle une exception dans l'histoire? Réponse des scientifiques, non, c'était l'année la plus chaude depuis 600 ans. Jusque-là, on n'arrivait pas à remonter aussi loin. C'est une étude française qui a permis de le découvrir avec une méthode inédite, l'analyse des dates des vendanges. Nicolas Châteauneuf. Étudier la vigne pour connaître la météo des siècles passés. À première vue, une étrange idée, et pourtant les préférences climatiques de ces grappes de raisin viennent de livrer aux scientifiques 600 ans du climat bourguignon. Tout a commencé ici. Nous sommes aux archives municipales de Beaune, en Côte d'Or. Dans ce labyrinthe est caché un trésor pour les scientifiques. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, ce sont les registres de délibération de la commune de Beaune. Donc ici, un registre de 1716. Et c'est à l'intérieur qu'on trouve les bancs de vendange, chaque année, répertoriés dans ces registres. Et il y en a comme ça jusqu'à quand? 1525, notre premier registre. Sur ces feuilles, année par année, siècle après siècle, ont été consignées avec précision les dates des vendanges. Une décision très importante pour toute la communauté villageoise. 1716. Avec d'autres chercheurs, Nicolas Viovi a utilisé cette incroyable source d'information pour évaluer les températures printanières de ces 600 dernières années en Bourgogne. Sur cette courbe en bleu, la longue période froide appelée petit âge glaciaire est entrecoupée par quelques épisodes chauds. Et l'été 2003 bat tous les records. On savait déjà par les mesures historiques que c'était la plus chaude depuis qu'on avait des enregistrements de température, depuis 200 ans à peu près. Et là on voit qu'en fait, non seulement c'est la plus chaude depuis 600 ans, mais en plus elle est 50% plus chaude que la plus chaude des années qui a eu lieu en 1523. Après la Bourgogne, les scientifiques espèrent bien élargir leurs recherches, car la France compte d'autres régions viticoles. Encore faut-il que les ancêtres des vignerons y aient fait preuve d'autant de précision. La Joconde au pays des corons, la victoire de Samothrace en pays minier, c'est décidé. Le Louvre 2, l'extension du musée, sera installée à Lens. 600 œuvres seront réunies, ouverture prévue au printemps 2009. Olivier Lenouza, Isabelle Bechler. Monsieur Désir, retraité, a voulu le voir pour le croire. Voir le terrain dont tout le monde parle à Lens, le site sur lequel sera implantée l'annexe du Louvre. J'avais du mal à imaginer qu'une opération si prestigieuse que le Louvre bis puisse arriver chez nous. Le musée sera construit ici, sur un ancien site minier de 20 hectares. Le choix de Lens est pour le maire de la ville un symbole. Ce qui est fort, c'est la reconnaissance de la nation. Je crois que les mineurs attendaient ce geste fort. Là où leurs maris où nos grands-parents se sont sacrifiés, l'implantation du plus beau musée du monde, je crois que ça c'est exceptionnel, oui. L'ouverture du musée prévue en 2009 accueillera des collections abondantes. Il ne sera pas question d'un lourd au rabais.
les œuvres qui seront présentées là-bas ne sont pas des œuvres de réserve. L'idée est de présenter des œuvres du musée du Louvre. Donc il y aura des œuvres bien sûr en grande quantité qui sortiront de nos vitrines ou des Simèze pour aller à Lens. Et parmi ces œuvres, il y aura des œuvres majeures. Le projet est un projet qui se veut ambitieux. Pour beaucoup, la seule culture à Lens se résumait à la culture footballistique. Pas de musée, pas de cinéma, un seul théâtre. Dans la plus grande librairie de la ville, on dénombre seulement 300 livres consacrés à l'art. Un seul est dédié au Louvre. Au niveau culturel, il n'y a pas assez de culture dans notre ville. Et le Louvre, ça va changer tout parce qu'il fallait aller jusqu'à Lille ou bien même jusqu'à Paris pour pouvoir avoir un peu d'art dans notre ville. Ça va donner du travail par ici, parce qu'il n'y en a plus du tout. Toute une ville attendait, désirait son Louvre. Les terrils seront peut-être un jour remplacés par une autre pyramide sur cette terre de Coron. Du cinéma pour terminer avec la sortie demain de Narco avec Guillaume Canet et Zabou Bretman, l'histoire d'un homme atteint de narcolepsie. En clair, il s'endort brusquement et n'importe où. Dans ses rêves, il est un super-héros, ce qui lui donne des idées pour créer des bandes dessinées. Vous allez mieux comprendre avec Marie Jojouan et Emmanuel Lambert. Vous aurez du mal à le croire, mais Benoît Poulvorde est ici en plein exercice de concentration. Sa façon à lui de se préparer à l'interview en compagnie de son partenaire Guillaume Canet, son meilleur ami dans Narco. Ça tourne pas là? Si, ça tourne. Et l'ambiance du plateau laissait deviner l'univers délirant de ce premier long métrage, l'histoire folle d'un narcoleptique interprété par Guillaume Canet, pris entre ses accès de sommeil et une réalité peu attrayante. Une 4 fromages, avec pepperoni, supplément. Je suis narcoleptique, je dors tout le temps, c'est une maladie. Un narcoleptique sauvé par ses rêves. Je dessine tous mes rêves, j'en fais des bandes dessinées. Magnifique. Le personnage s'évade et devient quelqu'un d'autre que lui-même, qui est plutôt lymphatique, mou, un peu naïf. Et là, tout d'un coup, il devient quelqu'un de très fort, on le voit dans des situations totalement différentes, où souvent, ses rêves sont en fonction de ce qu'il vient de vivre avant. Je vais enfin réaliser ce que je suis. Je vais devenir dessinateur. Et c'est mon inconscient qui me dit ce que je dois faire. C'est génial, non? Non mais Lenny, c'est génial, non? Ouais. Voilà, tu l'as ton job, T'as qu'à vendre tes conneries. Parce que regarde, ils sont tous comme des cons là, avec leur Spider-Man et l'autre PD en collant. Il y a de la place pour toi, Non problème. Je suis Lenny. Côté réalisation, l'ambiance est résolument bande dessinée. Les personnages sous influence américaine, tel ce karatéka sorti tout droit d'une série Z. Il est fan de Jean-Claude Van Damme qui a une sorte de conscience dans sa vie. Et il boit beaucoup de bière et son meilleur ami, c'est Gus. Et il a une vision de la vie assez, on va dire, sommaire. J'en ai marre d'avoir une moitié d'homme. Avec Zabou Bretman, entrée d'union, difficile de bouder son plaisir devant ce film branché sur 100 000 volts, tout comme Benoît Poulvorde. C'est amusé par la rapidité du geste. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h55. Un autre film américain, celui-là, un film d'action haute voltige, Sean Connery et Catherine Zeta-Jones. 1h10, dernier journal Jean-Claude Renaud, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le nouveau ministre délégué au budget, Jean-François Copé. On se quitte sur ces images d'une patinoire à 57 mètres du sol. Elle a tout simplement été installée au premier étage de la Tour Eiffel pour les fêtes de fin d'année. 200 mètres carrés avec vue sur la capitale. Il ne faut pas tomber, en tout cas pas au-delà des barrières. Entrée gratuite, ouverture prévue mi-décembre. À demain.